Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Je me trouve dans le canton de Vaud et plus exactement dans le petit village de Fénal-sur-Bée. Aujourd'hui, je te propose d'aller à la rencontre de l'artiste Kassoul, une personne extraordinaire qui, au-delà de ses œuvres, peinture et sculpture, a créé son jardin cosmique, un microcosme architectural dans lequel chaque pièce de sa maison est un organe vivant, ayant une place et une fonction bien définies. Une œuvre vivante où il fait bon vivre et où la créativité imprègne chaque recoin de cet espace. Un lieu atypique où l'art de vivre devient une véritable philosophie de vie. Alors si, tout comme moi, tu as envie de découvrir ce lieu extraordinaire, qui se démarque de nos traditionnelles habitations, et que tu désires en savoir plus sur son créateur et propriétaire, eh bien écoute, le plus simple, c'est qu'on aille à sa rencontre. Suis-moi. Salut Kassoul. Salut Fluc. Ça va? Comment vas-tu? Bien, impeccable. Merci de Je nous t'en recevoir. prie. Ben, avec plaisir. Alors voilà le jardin cosmique. Je te suis. Bienvenue. Hein? Waouh. Ben, t'as vu? Une œuvre d'art. Effectivement alors. Merci à toi. Merci. Dis-moi Kassoul, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors mon nom est Kassoul, nom d'artiste. C'est mon grand-père qui m'a appelé comme ça quand j'avais 2 ans, tout petit. Et puis autrement, j'ai une formation de guide de montagne, mécanicien, mécanique générale. Et puis je travaille un peu dans tous les corps de métier liés à la construction, donc charpente, menuiserie, étanchéité, etc. Je fais beaucoup de documentaires et de films dans ma vie, avec des gens comme Dominique Perret, Mike Horn. Je fais beaucoup de documentaires en Russie, en Asie, en Afrique. J'ai déambulé à travers le monde pour me retrouver ici au Jardin Cosmique. Et puis au-delà des étiquettes à la fois de scientifique, d'artiste, qui es-tu vraiment? Qui se cache derrière cette personne? Une âme sensible, un humain, dans toute sa pureté. Parfois, pas tout le temps. Et comment est née ta fascination pour les forces créatrices de l'univers? Vaste question. Depuis tout petit, je me suis interrogé sur le phénomène de la mort. J'étais tout petit confronté à la mort. J'étais extrêmement impressionné, voire pas traumatisé, disons, mais interrogé. Et pendant une bonne partie de ma vie, j'ai voulu connaître qu'est-ce qu'il y avait après la mort, qu'est-ce qu'était la mort, qu'est-ce qu'il y avait avant la naissance, qu'est-ce qu'était la naissance. Et je suis tombé en fait sur la découverte du monde spirituel, de tous ces complexes de force qui créent les phénomènes naturels, qui, mis en œuvre par un artiste, permet à l'artiste de créer des œuvres d'art originales, etc. Et voilà. Et puis, est-ce que justement dans l'antre de ta maison, quand je vois l'architecture que tu en as fait, est-ce que ça répond justement à toutes ces forces que tu as, en fin de compte, tout ce que tu as connu par rapport à ça, tu les as, on va dire, pas ingurgité, oui, ingurgité et façonné, en fin de compte, à travers ta maison? C'est un condensé de ma vie, un condensé des expériences vécues. Donc, il y a une bonne part d'expériences liées à mon activité d'alpiniste.
Donc déambuler dans des complexes de force minérales, comme dans des voies abruptes, des falaises abruptes granitiques ou calcaires. Donc on vit au milieu du complexe de force de matière à laquelle on est agrippé, ou à laquelle notre vie est en jeu. Ça d'une part, et d'autre part à toutes des années et des années de réflexion et d'études sur les forces créatrices de l'univers, quelles sont leur nature, leur origine, quel est le sens de l'évolution humaine, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, pourquoi on est là, et d'où on vient, et où va-t-on? Est-ce qu'il y a un sens à la vie? Et si oui, lequel? Qu'est-ce que la peinture holocinétique et puis comment la décrirais-tu à quelqu'un qui ne l'a jamais vue? La peinture holocinétique se situe dans la continuité des travaux des expressionnistes, des artistes comme Kandinsky, Paul Klee, Mondrian. Et c'est l'utilisation des nouvelles technologies pour créer des œuvres d'art, des œuvres picturales, des peintures de lumière au mouvement. Mais le plus simple, c'est que je te montre concrètement de quoi il s'agit. À expliquer, c'est pas évident. Le mieux, c'est de voir. Donc j'utilise un écran tactile comme toile de peintre et je peins directement sur l'écran. Et le système permet de mémoriser tous les mouvements du pinceau et de superposer des milliers de mouvements de pinceau, de gestes, de touches de couleurs. Et je peins directement la lumière de l'écran, et qui permet d'intégrer le mouvement dans l'œuvre d'art et qui permet de réaliser de la peinture vivante de lumière, qui était le rêve en fait des artistes du début du XXe siècle. Quelle place prend la lumière par rapport à la matière dans tes œuvres? Alors, tout simplement, la lumière remplace la matière. Donc, à l'époque, il y a une centaine d'années, les peintres dont je me réfère justement, les expressionnistes, peignaient avec des pigments, donc de la matière, des substances. Kandinsky élaborait lui-même ses propres pigments, etc. Maintenant, il n'y a plus de substances. Donc, comme dans la vie en général, quand on acquiert une nouvelle faculté, on en perd une autre. Donc, on perd la qualité des pigments, on gagne une lumière qui est totalement morte et livide, donc une lumière électromagnétique issue d'un système technologique. Donc, on perd toute cette qualité qu'offraient les pigments naturels. Mais en contrepartie, on gagne le mouvement, c'est-à-dire que la peinture devient lumineuse et se met en mouvement. Et après, il faut trouver les moyens de pouvoir suppléer à cette perte de qualité substantielle au niveau des pigments naturels pour trouver le moyen de retrouver des qualités, des profondeurs chromatiques au niveau de ces lumières électromagnétiques. Et ça, j'ai utilisé justement, entre autres, le procédé du sfumato de Vinci pour retrouver une profondeur chromatique dans les couleurs que j'utilise, donc pour dépasser les 16 millions de couleurs offertes par la palette informatique, retrouver justement des qualités de couleurs, de lumière qui sont utilisables par un poète. Parce qu'une lumière émanée par un écran est inutilisable par un poète, parce qu'elle est vide de toute intériorité. Voilà, c'est une lumière technologique. Et il faut trouver le moyen de insuffler une dimension spirituelle, une intériorité à cette lumière pour pouvoir l'élaborer sous forme d'œuvres picturales. Et en quoi cette approche dépasse-t-elle les frontières traditionnelles de l'art? De toute façon, l'art, on pourrait dire, un de ses aspects, c'est de dépasser constamment les frontières. Donc là, en l'occurrence, c'est d'utiliser des nouvelles technologies pour permettre de fusionner le langage pictural et le langage musical. Donc on dépasse la frontière de la toile de tissu qui permet uniquement d'appliquer des pigments, de créer des peintures statiques. Et là, on pourrait dire la transcendance de ces œuvres, c'est le fait de pouvoir créer de la peinture de lumière en mouvement qui permet de dépasser justement la limite de la toile, la limite de la matière, de passer de la matière à la lumière. Et puis comment tes connaissances scientifiques et artistiques nourrissent-elles tes œuvres? Alors bon, d'une part, pour ce qui est des connaissances techniques, eh ben, du moment que tu veux élaborer une architecture, une peinture et autres, il faut évidemment que tu maîtrises la technique. Donc, c'est nécessaire de maîtriser toutes les techniques mises en œuvre pour créer une œuvre d'art. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect des connaissances scientifiques, ces nouvelles technologies appellent, on pourrait dire, une évolution de la conscience humaine ou de la connaissance humaine. Donc, si on peint sur une toile statique, on peut, se contenter de sa sensibilité artistique pour créer une œuvre absolument sublime. Mais du moment que le tableau se met en mouvement, cette sensibilité n'est plus à la hauteur du support, des outils
qu'on emploie. Et là, on est obligé, on pourrait vraiment dire, de fusionner art et science. Du reste, Goethe disait, l'artiste à qui il manque la science, il a besoin de la religion. Et le scientifique à qui il manque l'art, il a également besoin de la religion athéiste ou autre. Mais ça demande, on pourrait dire, la science qui permet de comprendre le monde extérieur et l'art qui permet de comprendre le monde intérieur. Et les deux fusionnés permettent de mettre en œuvre des complexes de force pour la création d'une œuvre d'art à la hauteur de ces nouvelles technologies. Est-ce que tu vois tes œuvres comme une œuvre artistique ou plutôt comme une recherche scientifique? Ben les deux, en général. C'est-à-dire que j'utilise l'écran ou le cadre, dans le cadre d'une expression picturale, j'utilise ma toile de lumière comme un laboratoire d'études. Donc j'étudie l'évolution du cosmos, les forces à l'œuvre dans la création, la disparition de systèmes solaires, d'univers, d'espèces vivantes sur Terre, etc. Et j'essaye de comprendre et de percevoir en fait les principes et les fondements de la création, de l'évolution, dans mon laboratoire qui se trouve être ma toile. Donc ma toile, c'est le creuset dans lequel j'intègre des complexes de force pour créer un microcosme avec une naissance, une vie, une biographie et une mort d'un microcosme. Et cette manière-là permet de se connaître, connaître le monde, connaître l'univers. Et est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu l'antre de ta maison? Alors, absolument. Des petits objets créés avec mon fils, Zach, des meubles, des structures architecturales, des peintures, une autre, un microcosme, un jardin cosmique, pictural. Le bordel de mon fils, la guerre, la paysannerie, le baptême, le Christ, la nature. Ici, la scène où se produisent régulièrement des groupes qui viennent présenter des performances musicales ou alors des conférences, ça peut être des conférences, ça peut être toute activité liée on pourrait dire, à des performances artistiques. Voilà. Également un espace de vie dans lequel je vis avec ma famille, mon ami et mon fils. Là, d'autres jouets qu'on a créés fabriqués avec mon fils pour lui apprendre déjà les techniques on pourrait dire techniques liées à la transformation du bois, des métaux, etc. Donc on a créé tous ces jouets ensemble, d'autres peintures hallucinétiques. Ici, la cuisine, le système digestif du jardin cosmique, avec du mobilier, tout doit être œuvre d'art, dans les moindres détails. Que ça soit d'une assiette, réalisée par ma mère, qui est céramiste, voilà. Sortir du cadre, sortir des normes, du carré, du rond. Des étagères qui sortent de la verticale, imposée. Voilà, d'autres objets trouvés dans la nature, sur lesquels je médite, sur lesquels j'élabore également la pédagogie pour mon fils, pour découvrir, on pourrait dire, les diverses qualités des substances qui nous environnent. Qu'est-ce qui fait la différence entre une pyrite, donc du soufre et du fer, avec par exemple du quartz, la silice. Et puis également des petites sculptures, comme là, celle-là que j'appelle « C'est pas beau l'amour ». Voilà, les sols, également de la céramique, la faïence, soit par ma mère ou par moi-même. Dans la salle de bain, la baignoire, enveloppée de céramique, également des vitraux. Tout doit être
œuvre d'art et on doit être dans une peinture en permanence. Donc on sort de la verticale, de l'angle droit, pour entrer dans un complexe de force qui nous emmène ailleurs, tout en restant sur Terre. Donc j'ai élaboré cet espace comme une œuvre d'art, et comme toute œuvre d'art puisée au fin fond du créateur, de l'artiste, automatiquement l'œuvre d'art est une expression, un aspect de ce qu'on est, c'est-à-dire de l'archétype humain, de l'entité humaine. Et qui fait que toute cette habitation est un corps humain couché, qui est un espace universel dans lequel se déploient des diverses fonctions organiques. Il y a le système cardiaque, le système de Fourneau, le système digestif, là on est dans la zone pulmonaire. Tout ce qui est la zone de l'activité, du mouvement, se trouve dans la zone de la scène. Tout est courbe, combustion, tout devient dans la zone crânienne, minérale, anguleux, comme un processus de cristallisation. Et cette habitation, ma réflexion m'a poussé à me demander justement, est-ce que, on pourrait dire qu'une habitation, c'est une enveloppe comme un habit qui doit correspondre, on pourrait dire, au contenu. Et le contenu étant un humain, il faudrait que l'enveloppe corresponde également à l'humain. Donc tous on pourrait dire, les éléments et la manière dont j'ai élaboré cet espace est l'expression poétique d'une entité humaine. Comment t'es venue l'idée de créer un jardin cosmique? Alors le jardin cosmique, à l'origine, c'est le nom des peintures. Donc j'avais des visions du monde spirituel que je voulais représenter par des œuvres d'art. Et utilisant justement ces nouvelles technologies, ça m'a permis de représenter justement ce monde de lumière en mouvement dans lequel se déploie l'activité d'archétypes, etc. Et ça m'a pris à peu près une dizaine d'années pour élaborer le langage pictural adapté justement à ces technologies informatiques, pour réaliser ces peintures hallucinétiques. Et une fois ce travail accompli, j'ai décidé d'exprimer cette peinture sur le plan spatial pour en créer une habitation, un espace universel dans lequel peut se déployer toute activité de bonne aloi, et qui soit autant un lieu d'habitation qu'un lieu de performance artistique, quelle qu'elle soit, que ce soit culinaire, musical, théâtral, scientifique. Et donc j'ai utilisé mes tableaux comme des plombs pour élaborer cet espace. Et cet espace est vraiment le déploiement spatial, architectural des peintures, des tableaux, des peintures hallucinétiques. Et j'ai vu que dans ton site, tu parlais d'une œuvre totale. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Alors une œuvre totale, c'est la fusion dans une œuvre unique de toutes les formes d'art. Donc c'est un concept qui a été travaillé, sur lequel a réfléchi profondément Wagner. Et c'est d'exprimer une vision du monde, une vision de la création, et créer sa propre œuvre en utilisant toutes les formes d'art. Donc là, il y a autant de la peinture, de la sculpture, de la performance, de l'architecture, de la musique, etc., etc. Donc c'est avoir une œuvre totale, une œuvre dont les facettes s'expriment sur le plan sonore, lumineux, spatial. Voilà, une œuvre totale. Dis-moi, tu es guide de montagne, mécanicien, architecte, artiste, etc. Comment tout ceci, en fin de compte, fusionne dans ton art et dans ton expression? Bon, je ne suis pas architecte de formation, je suis architecte par passion, disons. Mais tout ça fusionne où il y a un aspect qui est justement la maîtrise de diverses techniques, de diverses connaissances. Et puis un autre aspect qui est le vécu, l'expérience. Donc le vécu m'a été offert par toute mon activité d'alpiniste. Donc quand tu mets ta vie en jeu, le vécu devient de plus en plus intense. Et tu vis au sein d'une œuvre d'art absolue qui est la nature. Et où tu es au milieu de tous ces principes et ces lois qui forment l'environnement sur lequel on déambule sur la planète. Et c'est toute cette expérience et ce vécu que je mets en œuvre et que je reproduis ou que je retraduis à travers mon activité artistique.
Et comment arrives-tu à unir la rigueur de la technique et puis la liberté de la poésie? Paul Klee était droitier, mais il peignait de la main gauche. C'est-à-dire que si tu fais une ligne parfaite, comme un ingénieur, comme un technicien, ta ligne n'a rien à dire, elle est parfaite, elle est finie, elle est aboutie, il n'y a plus aucune histoire. Une ligne imparfaite, toutes les imperfections, c'est tout des brèches qui t'ouvrent sur un univers transcendant, un monde transcendant. Et il y a une différence entre la maladresse par une non-maîtrise technique, ou la faculté de faire faux, tout en étant capable de faire juste, mais où, par maîtrise technique, on sort de la ligne finie, la ligne parfaite, et on intègre des imperfections qui vont justement donner la dimension artistique et poétique de l'œuvre. On pourrait appeler ça une imperfection maîtrisée. Exact. Et puis, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du jardin que tu as créé? Celui-ci est extérieur. Vous nous le présentez? Alors, le jardin cosmique, c'est le jardin intérieur, le foyer de force créatrice qui se déploie par une activité créatrice, une activité artistique. Le jardin extérieur, c'est mon laboratoire dans lequel j'éprouve le bien fondé ou non de mes réflexions. Si ta pensée ou ta manière de faire ne s'applique pas à la nature, c'est-à-dire où tu fais crever la nature, ça veut dire que tu es juste à côté de la plaque. Donc il y a entre culture et agriculture, il y a une complémentarité et on pourrait dire une complémentarité. Donc tout ce qu'on étudie en tant que création pour l'activité artistique doit pouvoir se décliner sur le plan agricole. Et c'est dans le domaine agricole que tu vas pouvoir éprouver la justesse de tes pensées. Et on pourrait dire que la nature, c'est le livre ouvert de la création dans lequel on peut étudier, parce que l'art, on ne l'étudie pas dans une école d'art ou une haute école d'art, on étudie en étudiant la nature, en étudiant la création extérieure. Et c'est là où tout se trouve. Et après, il faut être capable de travailler en harmonie, de travailler en élevant la nature, en humanisant la nature par l'art. Et tout ça permet de pouvoir décliner sur le plan agricole des connaissances artistiques. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça justement que j'enseigne la biodynamie ou j'enseigne à des agriculteurs ou des viticulteurs les forces de la création et comment les mettre en œuvre pour la mener à bien d'un domaine maraîcher ou d'un domaine viticole, et comment travailler avec les plantes, comment travailler avec les animaux, comment travailler avec les minéraux. Tout ça, c'est, on pourrait dire, une expérimentation nécessaire. Tout ça permet également de rester les pieds sur terre, surtout quand on travaille avec des technologies informatiques qui nous élèvent dans un monde totalement abstrait. Mais le plus simple, c'est qu'on aille au jardin, et je peux t'expliquer ça, de voir des choses concrètes. Suis-moi. Et donc, toute cette approche, cette réflexion par rapport à la nature et par rapport à l'art, je l'exprime par l'intégration de l'architecture du jardin cosmique dans le milieu naturel, et qui s'intègre après dans la zone liée plutôt au jardin, mais qui est également un laboratoire d'observation des principes géométriques qui sous-tendent en fait toute apparition de végétaux. Les fleurs à 5 pétales, 4 pétales, etc. Donc c'est mon laboratoire d'études qui se trouve là. Mais c'est un laboratoire qui me nourrit également. Voilà, cette méditation au milieu de la nature, que ce soit aux montagnes, au milieu de la verdure de basse altitude, toute cette méditation, je l'exprime après à travers tous les éléments, les détails du jardin cosmique. Par exemple, là, au niveau d'intégration de céramique, vous avez les 4 saisons, l'hiver, recroquevillement, les forces de vitalité, de germination au cœur des graines, le printemps qui s'illumine, avec les fleurs qui commencent à apparaître, l'été avec les débuts des processus de fructification, et ensuite de ça, le retour au recroquevillement hivernal, où tout ça se renferme sur soi-même. Donc vous avez les 4 saisons qui expriment, on pourrait dire, le fondement du découlement de l'année, et que j'expérimente également par la viticulture dans l'élaboration de vins biodynamiques par la menée en biodynamie de mon vignoble qui se trouve de l'autre côté du village. Et qu'est-ce que tu entends par vin biodynamique?
C'est du vin qui est mené selon la méthode biodynamique qui a été enseignée par, inventée par Rudolf Steiner, qui était justement on pourrait dire l'inspirateur des travaux de Mondrian, de Kandinsky, de Paul Klee. Tous ces personnes, ces peintres s'inspiraient justement, faisaient référence à Steiner. Et c'est par l'étude des travaux de ces peintres que je suis tombé sur l'œuvre de Steiner et que j'ai découvert justement la biodynamie, qui était, on pourrait dire, l'expression agronomique, agricole, de toutes ces recherches sur le plan artistique au niveau de la peinture abstraite, au niveau de l'architecture, architecture organique, etc. Et la biodynamie, c'est de travailler non seulement avec les substances, de considérer la nature comme un amas de substances, mais également comme l'expression de complexes de forces. Et c'est la connaissance et l'étude de ces forces et la mise en œuvre de ces forces sur le plan agronomique qui permet de mener, on pourrait dire, un domaine viticole selon la méthode biodynamique, en utilisant des préparations biodynamiques, etc. Et puis, quelle sorte de vin tu réalises? Vin blanc, vin rouge? Alors, un vin exceptionnel, quelle sorte? Exceptionnelle, tout simplement. Je fais le vin à la vigne. Donc, je fais aucun travail en cave. Mon approche, la cave, c'est la sanction de ce que tu as fait à la vigne. Si tu as dézingué ton terroir à coups d'herbicides et de pesticides et autres, évidemment, tu es incapable de faire du vin avec ton raisin. Donc, tu dois faire rentrer le chimiste à la cave, l'œnologue, qui va t'expliquer comment on peut malgré tout faire un vin standardisé avec un produit dégénéré. Moi, le but, c'est de produire un produit généré, donc de travailler justement avec les rythmes cosmiques, planétaires, lunaires, de travailler avec des substances qu'on appelle les préparations biodynamiques, de travailler avec des forces spécifiques. Et tout ça permet de pouvoir élaborer un raisin avec un complexe de force et une puissance telle, avec également des qualités de levure inhérentes au terroir, qui va permettre après que toute cette harmonie se déploie au niveau de la fermentation en cave pendant une année et qui permet de faire un vin nature sans aucun sulfite, sans pesticides, et un vin qui est une expression d'un terroir. Terroir, terre. Donc d'abord, il faut travailler la vie de la terre pour ensuite de ça retrouver cette vie de la terre dont l'aspect terroir de ton vin. Et comment se déroulent les vendanges? Les vendanges, c'est une activité fortement festive et particulièrement conviviale. J'invite des amis, ensemble on récolte ce don de la nature et on va ensuite de ça récolter ce raisin au milieu des fleurs, des papillons et presser ce raisin, le mettre en cuve et tout ça, on pourrait dire, dans le cadre d'une fête de la Saint-Michel, d'une fête automnale qui remercie la nature pour ses dons et qui permet de reconcentrer tout ça dans les cuves pour élaborer un vin qu'on boira aux vendanges de l'année prochaine. Quelle place donnes-tu à la transmission de ton savoir? À une place primordiale. Pour moi, un artiste, comme un agriculteur, il fournit de l'alimentation, une alimentation spirituelle. Un agriculteur produit des courgettes, du blé, du maïs. Un artiste, il produit des œuvres d'art qui sont l'alimentation spirituelle, qui sont la base d'une civilisation, qui sont la base d'une culture. Donc, la transmission de ses réflexions, de son activité, est tout simplement la moitié de l'activité de l'artiste. Et je transmets également ces connaissances, ces réflexions dans le cadre de l'éducation de mon fils. Donc je fais l'école à la maison avec Zach, mon fils, et qui me permet justement de lui amener un enseignement qui fusionne art et science, où on fait une approche d'un monde abstrait, comme la géométrie et autres, mais par le monde concret, par l'étude des fleurs, l'étude de la botanique, l'étude des structures géométriques qu'on retrouve dans la nature, et qui permet justement d'avoir une perception de l'intériorité du monde autant que la compréhension de l'extériorité du monde, donc art et science. Et également, je m'attelle à développer en lui on pourrait dire les vertus de l'alpiniste, donc tout ce qui est l'attention à l'autre, tout ce qui est, on pourrait dire, des valeurs chrétiennes, qu'on retrouve justement dans le cadre de la corbeille d'alpiniste, où sa vie tient en fait au comportement de l'autre. Si l'autre déroche, ça nous met fortement en danger, donc on doit toujours être attentif à l'autre avant soi-même. Et puis ça, c'est le but final justement de tout ça, parce que je pense que tu l'as pris dès son plus jeune âge. Donc tu lui enseignes quoi en gros?
en plus de tout ça, est-ce que tu lui retransmets justement le côté aussi de toucher un petit peu à tous les métiers qui sont liés au bâtiment, au côté de concevoir aussi des œuvres, de faire ses jouets, ou comment ça se passe? Alors, d'abord, maîtrise de son corps, donc par l'activité sportive, autant que ça soit par les arts martiaux, que par l'alpinisme, le ski, par tous les sports qui gravitent un peu autour de l'activité en montagne, d'une part. D'autre part, par l'enrichissement de son imaginaire et de sa créativité. Donc, tout est focalisé sur l'inventivité, la création, l'humour, énormément, évidemment. L'humour, l'amour. Également, progressivement, amener des connaissances intellectuelles qui sont toujours liées avec un vécu, avec une expérimentation. En parallèle, je lui amène les connaissances techniques pour maîtriser les différentes matières, donc les différents matériaux comme le bois, comme l'acier, les métaux, le béton, la pierre ou d'autres matériaux. Et comment travailler ces matériaux, comment maîtriser les outils. Donc depuis tout petit, ensemble, on fait ces jouets. Je ne l'ai jamais acheté aucun jouet. Mais toujours, tu veux un jouet comme ceci, ok, on le fabrique. Tu veux un hélicoptère, on le fabrique. Et qui nous permet justement de lier l'élaboration de la connaissance avec un vécu et avec une concrétisation d'un élément qui nous sert après au quotidien. Je me permets de revenir sur le fait que tu m'as parlé comme quoi tu avais des artistes qui venaient de temps en temps donner des concerts privés. Qu'est-ce que tu peux nous dire, comment ça se passe en fin de compte? Alors, c'est des musiciens qui nous sollicitent pour venir se produire au Jardin Cosmique, étant donné qu'il y a une acoustique absolument exceptionnelle. On a fait beaucoup d'une part de concerts en direct sur la radio romande avec Yvon Hicher pour l'émission jazz. Bon, on a eu des artistes vraiment de pointure internationale comme le saxophoniste de Miles Davis ou Hector Martignon, etc. Et c'est toujours on pourrait dire une collaboration pour élaborer une performance artistique, mettre vie au Jardin Cosmique, où les artistes viennent pour partager un moment unique de communion avec le public. Ça, c'est aussi également la possibilité de se retrouver entre amis. Exactement, donc il y a tout un réseau d'amis du Jardin Cosmique qui participent assez régulièrement à ces concerts et qui permet d'avoir justement de se revoir entre amis et également de découvrir des nouvelles personnes, et qui permet également à des personnes qui désirent visiter le Jardin Cosmique de venir dans ce cadre de concert à la maison pour découvrir cet endroit artistique, poétique, et qui me permet également de ne pas être dérogé en permanence pour pouvoir œuvrer à mes activités. Si quelqu'un a envie de faire ta connaissance, y a-t-il un moyen de pouvoir communiquer avec toi et puis de te joindre? Très difficile. Voilà, oui, il n'y a qu'à passer lors de concerts ou lors de soirées dédiées aux conférences, les premiers jeudis de chaque mois.
Et si quelqu'un passe, ce qui arrive assez régulièrement, passe dans la région, il se trouve que je suis là, puis que j'ai pas une truelle à la main, donc je suis une personne très accueillante, donc bienvenue. Mais il faut plutôt te téléphoner, t'écrire. Alors, si possible, m'écrire par email qu'on trouve sur le site internet du Jardin Cosmique, jardincosmique.com. Et là, vous avez d'une part les contacts, donc l'adresse email, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Et d'autre part, possibilité de s'inscrire à la newsletter du Jardin Cosmique pour être informé de toutes les activités. Donc, on fait absolument aucune publicité, on n'utilise absolument pas les réseaux sociaux. C'est uniquement par réseau, de bouche à oreille, et qui permet d'avoir, on pourrait dire, des relations avec des personnes de bonne aloi. Bien, en tout cas, Kassoul, je te remercie infiniment de nous avoir reçus et puis de nous avoir présenté ton habitation, qui est une œuvre d'art à elle toute seule. Et puis pour ces magnifiques jours, c'était un rapport vraiment fantastique et puis j'apprécie énormément. Ben, plaisir d'avoir fait ta connaissance, au plaisir de te revoir, et je te remercie infiniment pour la visite. Une bonne continuation. Tout de bon. Et Moi, puis je reste j'espère ici. à tout bientôt. Alors, à tout bientôt. Ah oui, tu restes ici, fais comme chez toi. Je fais comme chez moi. Mais qui sait, on sera peut-être voisins. Ok. À plus. Et tout de bon. Ciao. Merci encore. Ciao, ciao, Kassoul. Ouais, ciao. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Je tiens à remercier très chaleureusement Kassoul pour son chaleureux accueil et pour nous avoir permis de vivre et découvrir ce lieu extraordinaire et atypique, dans lequel la créativité est mise à l'honneur. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de la partager au plus grand nombre, de t'abonner, de nous laisser des commentaires. Tout ceci contribue à renforcer la visibilité de la chaîne et on en a besoin. Par ailleurs, je te rappelle que tu peux te rendre sur notre site internet www.regionetterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires concernant les vidéos qu'on réalise. Je t'invite également à me faire part de tes suggestions ou de me soumettre un artisan que tu connais et qui vaudrait la peine d'être mis en avant par le biais d'un reportage vidéo. Pour cela, tu peux tout simplement m'écrire à info@regionetterroir.com. De plus, ça pourrait être l'occasion de nous rencontrer et puis ça, ce serait vraiment sympa. Voilà, en attendant la prochaine aventure, qu'est-ce qu'on leur dit, Frodo ? On te dit ciao, wouf, et à tout bientôt. Prends soin de toi.